Bon, alors donc, l'utilisation du bois pour la maquette. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi utiliser le bois? Ben, disons, d'une façon logique, la meilleure façon de représenter du bois, pour moi, c'est quand même d'utiliser du bois. Parce que on voit pas mal de vidéos où il y a des gens qui font des portes, des fenêtres, soit en carte plastique ou autre, qui les peignent par la suite d'une couleur uniforme, un après quelconque, et puis ensuite qui s'acharnent à reproduire un veinage par toutes sortes de moyens possibles. Bon, bah, chacun son choix, mais le plus simple, à mon avis, c'est quand même d'utiliser le bois naturel. Alors, en extérieur, lorsque vous utilisez des maquettes en extérieur, comme moi, c'est mon cas, bon, on peut aussi utiliser du PVC qu'on va vieillir, et dans ce cas-là, oui, effectivement, il y a une logique à utiliser un autre matériau plutôt que le bois qui, lui, ne sera pas sensible aux intempéries. Bon, ici, on a par exemple du PVC qui a été vieilli de la même façon, et on obtient quelque chose qui est acceptable en termes d'aspect par rapport à du bois naturel. Alors, pour ce qui est du choix du bois, dans notre domaine où on n'a pas besoin d'une résistance mécanique importante, on va choisir des bois durs, tendres ou mi-durs. Alors, on va parler principalement du samba, ce qu'on appelle le samba ou l'ayus, qu'on trouve assez facilement dans les grandes surfaces de bricolage, qui est un bois qui a une couleur jaune claire, avec un veinage relativement peu marqué. C'est un bois qui est facile à travailler, qui n'est pas spécifiquement dur, disons qui répond très bien aux besoins du maquettiste et qui prend bien la teinte. Alors pour ce qui est d'autres bois comme le balsa par exemple, le balsa c'est un bois très tendre. Il y a des variétés différentes. Parfois, on trouve des balsas qui sont blancs, qui sont effectivement très mous, et d'autres qui sont relativement durs, avec une couleur plus marquée et un veinage plus marqué aussi. Alors, le balsa, pour moi, c'est pas très intéressant parce que c'est un bois qui est quand même fragile. On peut l'utiliser pour renforcer des structures, des choses comme ça. Mais en termes d'aspect, c'est un veinage assez grossier. C'est pas pas très satisfaisant en termes d'aspect, à mon avis. Donc, on choisira des bois, donc, comme je l'ai dit, tendres et avec des couleurs relativement claires, c'est-à-dire peupliers. On peut utiliser aussi d'autres bois, du poirier, du buis, des essences de bois relativement claires et avec un veinage fin, relativement discret. Parce que n'oublions pas qu'on est quand même des maquettes à échelle réduite. On évitera les résineux, tout ce qui est sapin et autres, parce que ça ne prend pas la teinte. Ce sont des bois qui sont chargés en résine, donc ils ne prendront pas la teinte. On n'arrivera pas à obtenir les couleurs. Donc c'est pas intéressant. On ne prend pas de résineux. On se limite donc à des essences claires comme du balsa, samba, peuplier, éventuellement des choses similaires. Voilà. Les outils, la découpe. Alors en fait, en termes de découpe, on peut utiliser tous les outils qu'on veut, tous les types de scies, que ce soit scie circulaire, scie à chantourner pour les détails, les choses comme ça, et évidemment le cutter et autres pour les découpes fines, les petites épaisseurs. Il n'y a pas de souci. Après, pour ce qui est du travail du ponçage. Alors le ponçage du bois, il se fait toujours évidemment dans le sens du fil. Parce que vous remarquerez que on trouve pas mal de bois avec des découpes, par exemple de scie circulaire, qui sont comme ça, dont il faut se méfier parce que même une fois poncé, ça arrive parfois à ressortir sous la teinte. Donc on peut utiliser effectivement la scie circulaire. Moi je le fais parce que je déligne souvent des pièces de bois pour obtenir des profilés comme ça. Mais attention en termes de ponçage parce que ça laisse des traces quand même. Donc, toutes formes de scie sont utilisables, il n'y a pas de problème pour obtenir les dimensions qu'on souhaite.
après. Le ponçage. Donc le ponçage, en fait, on peut utiliser des outils très simples qui sont des outils maison, qui sont des lames de bois, sur lesquelles on va coller avec du double face différents types de papier abrasif avec des grains plus ou moins fins, et ce qui permettra d'obtenir des finitions tout à fait correctes, toujours en ponçant naturellement dans le sens du bois. Voilà pour ce qui est du ponçage. Alors, le gros du ponçage, évidemment, avec les papiers abrasifs et la finition. Si on veut obtenir vraiment une finition, vraiment un état de surface vraiment fin, la laine d'acier. Bon, ici, c'est du 000, c'est vraiment de la fine. Alors, on verra après, on l'utilise aussi pour la patine. Donc, le vieillissement, après le ponçage, le vieillissement, on va utiliser différents outils. Très simple, ça peut être brosse métallique, ça peut être aussi une pointe, tout simplement, si on veut figurer des marques de clous, des défauts, des nœuds dans le bois, on peut utiliser une pointe, et on peut utiliser aussi des griffes maison que l'on fabrique à partir de lames de scie qu'on a retravaillées, comme ça. Si on veut obtenir un bois fatigué, marqué par le temps, on va utiliser ce type de griffe. On peut insister en fonction de l'effet qu'on souhaite obtenir. On termine par un peu de laine d'acier pour enlever les fibres que l'on a arrachées et on obtient quelque chose comme ça. Voilà pour ce qui est de la préparation du bois. Alors maintenant, on va parler de la teinte. Alors la teinte, ça c'est important. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la teinte, c'est pas de la peinture. La teinte et la peinture, c'est deux choses très différentes parce que la teinte, c'est quelque chose qui va imprégner le bois. Contrairement à la peinture, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une peau qu'on va déposer sur le bois qui va très peu pénétrer la matière, bien que le bois soit poreux, mais la peinture va quand même rester en surface. Alors que la teinte, elle va pénétrer de bois, mais elle va conserver le veinage. Le veinage va rester. Donc une fois qu'on va avoir utilisé la teinte que l'on a choisie, on va pouvoir, en passant la laine d'acier, on va faire apparaître le veinage. On va enlever une partie de la couleur qui est en surface et la couleur qui a pénétré dans le veinage va rester. Voilà. Donc là, on obtient un effet tout ce qu'il y a de naturel et on récupère la principale qualité du bois naturel, c'est-à-dire son veinage et ses nuances. Alors, la teinte, comme je l'ai expliqué, elle va pénétrer le bois. Donc, ce qui veut dire qu'impérativement, il ne faut pas coller vos pièces, vos assemblages, ils doivent être faits une fois que les pièces sont teintées. Si vous faites un collage sur une pièce, la colle, elle rend le bois imperméable. Vous ne pourrez plus teinter votre bois. Donc l'assemblage qui est ici, par exemple, il a été réalisé avec des pièces qui ont été coupées préalablement et teintées. Alors on peut couper, on peut laisser un peu de marge, recouper après coup, mais toutes les pièces qui sont collées auront dû être teintées au préalable. Sinon, vous ne pourrez plus les teinter une fois que vous aurez la moindre bavure de colle, la teinte ne prendra pas. Donc ça, c'est très important. Une fois que vous avez mis de la colle sur une pièce, la seule solution pour la teinter, c'est de la peinture, et non plus de la teinte.
Donc, pas de collage avant teinte. Toutes les pièces qui sont ici ont été assemblées après teinte. La teinte, alors qu'est-ce que c'est? Comment fabriquer la teinte? Ben, en fait, c'est très simple. La teinte, c'est uniquement de l'alcool ménager, comme ça, dans laquelle on va mélanger des colorants acryliques. Alors, on peut utiliser des colorants universels que vous trouverez en grande surface de bricolage, comme ça. Des encres acryliques, si vous avez des feutres avec des encres acryliques comme il en existe dans certaines marques. On peut utiliser aussi de l'encre de Chine pour le noir, hein, c'est possible. Enfin, tout ce qui est miscible dans l'alcool peut être utilisé. Donc les teintes, bah, finalement, on peut se limiter à, en gros, on va dire 3 teintes principales, c'est-à-dire un bois brun-gris, c'est-à-dire un bois qui est moyennement usagé, un bois brun qui ressemble à un bois naturel d'aspect récent, et un bois vraiment gris qui va représenter, lui, un bois beaucoup plus ancien, puisque le bois, en fait, avec le temps, il devient gris. La principale teinte du bois vraiment ancien, bah, c'est du gris. Donc, on va se préparer ces 3 teintes comme ça. Un bois gris, un gris brun et un brun base pour un bois relativement neuf. Alors là, bah, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, donc alcool ménager plus un brun, on va dire un ombre brûlé. Ceux qui connaissent les couleurs. Ici, un brun gris, comme ça, c'est un ombre naturel, c'est-à-dire un brun verdâtre. Et pour ce qui est du bois gris, bah, tout simplement, alcool ménager, noir et éventuellement une pointe de blanc. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des teintes. C'est pas compliqué, c'est facile à fabriquer soi-même. Après, on peut obtenir des nuances, on peut combiner deux teintes, passer une couche d'une autre, une autre nuance, si on veut. On va obtenir des nuances. Ici, on voit que toutes les lames qui sont ici, en fait, ont des couleurs facilement, légèrement différentes. Alors, il y a la nature du bois qui va jouer, et il y a aussi la combinaison de teintes qu'on va utiliser. On peut utiliser ces combinaisons de teintes pour obtenir des variations, et on va avoir comme ça un assortiment de couleurs qui sont assez naturels. Donc, après application de la teinte, un coup de laine d'acier et le veinage apparaît. Ça aussi pour avantage de faire ressortir les arêtes. Ce qui accentue l'impression de le relief, le rendu du relief. Donc on a le veinage, le relief et on a un aspect de bois plus ou moins vieilli en fonction des teintes que vous allez choisir. Voilà. Le collage, c'est pas compliqué. La plupart du temps, on peut utiliser la bonne vieille colle vinylique. Ça, il n'y a pas de problème. Ça marche. On peut utiliser aussi la cyano, les colles cyanoacrylates lorsqu'on a besoin d'un petit collage rapide, des choses comme ça. Ça fonctionne aussi, toujours après teinture, bien sûr. On peut utiliser les colles époxy, type araldite, bicomposant. Et on peut utiliser toutes ces différentes colles, après teinte, bien sûr, comme je l'ai dit. Et l'avantage de certaines colles, comme les colles époxy par exemple, lorsqu'on fait un collage en bois de boue. Lorsqu'on fait un collage en bois de boue, c'est-à-dire un assemblage de ce type, si vous utilisez une colle vinylique, le collage en bois de boue, il a un gros défaut, c'est que le bois de boue, il va absorber la colle. Donc vous allez avoir un mauvais collage de toute façon du fait de l'absorption de cette partie-là. Donc dans des collages en bois de boue, pour avoir une résistance correcte, utilisez plutôt de préférence un collage avec une base de colle époxy à double composant. C'est ce que moi je fais sur les châssis, en extrémité de châssis par exemple.
J'utilise ce type de colle. Voilà. Pour coller, pour faire des assemblages, on peut utiliser ce qu'on appelle un chantier, comme on utilise en aéromodélisme. Alors, on peut utiliser, moi, ce que je fais bien souvent, c'est un morceau de chute de placo-plâtre sur lequel vous collez votre plan. Et pour ne pas que vos pièces adhèrent au plan, vous mettez un film plastique, genre film de congélation, chose comme ça. Et vous pouvez ensuite épingler vos pièces, réaliser vos assemblages et les enlever facilement, même avec de l'époxy, même avec de la cyano, ça ne prendra pas. C'est du polyéthylène, ça ne colle pas. Le polyéthylène, c'est un plastique qui ne se colle pas. Donc vous pourrez réaliser vos assemblages comme ça, sans souci, sans aller détériorer votre plan et vous retrouver quelque chose qui colle au support. Voilà. Bon, voilà pour l'essentiel. Bon, après, si vous avez des questions, on attend. Le samba, tu le trouves en quel rayon? Rayon... Alors, on en trouve en grande surface. Dans les rayons, principalement dans les baguettes, et on se trouve aussi dans l'encadrement. On trouve du champ plat, bien souvent. C'est assez facile à trouver. Là, je sais pas. On trouve du champ plat, on trouve des moulures, des choses comme ça. Et éventuellement dans l'encadrement, là, après, on va trouver des trucs un peu travaillés qui sont pas forcément très faciles à utiliser, à moins de Pour trouver ça, par exemple. Pour trouver des formats comme ça, vous ne trouverez pas. C'est-à-dire que... Faut le voler? Non. Ça, en fait, ça, ce sont des formats que j'ai délignés à scie circulaire à partir de champs plats. Ah ouais, d'accord. Alors, Ah mais t'as des mini-outils pour faire ça ou tu fais avec les standards bricolage? scie circulaire. Et puis après, j'ai des règles de ponçage qui permettent d'obtenir des formats réguliers. Voilà. Est-ce que tu peux utiliser de la colle à chauffer? Ah oui. C'est pas intéressant. Toutes les colles, la colle vinylique, c'est une colle à joint mince. Donc, quand vous collez à la vinylique, vous mettez une mince couche de colle et vous collez sous presse, toujours. Les colles vinyliques, les colles à joint mince, c'est-à-dire que une fois votre collage effectué, il y a quasiment zéro épaisseur entre les deux matières. La colle époxy, elle, va être beaucoup plus épaisse. Vous aurez une épaisseur quand même résiduelle entre les deux. La colle à chaud, c'est quelque chose qui est pratique pour coller des matériaux dissemblables, du bois, du carton, voire même de la ferraille, des choses comme ça. Mais c'est une colle qui est toujours épaisse. Et vous n'aurez jamais des assemblages corrects avec la colle thermofusible, c'est pas du tout valable pour ça. Donc il faut se limiter aux colles classiques comme celle-là et franchement c'est très satisfaisant. Franchement il n'y a pas besoin d'autre chose. Moi la majorité des collages je fais à la vinylique et vraiment pour des assemblages rigides ou je vous dis des collages en bois de boue, je prends de la raldite lente, pas de la rapide. Denis, tout à l'heure tu parlais du fil du bois. Oui. Donc c'est pour le ponçage, c'est dans le sens du fil, mais du contre-fil aussi, t'as pas de ça rebrousse aussi ou c'est en fin de compte faut éviter perpendiculaire quoi, c'est tout. Le bois, le sens du bois, vous devez toujours penser dans le sens du bois. Parce que toutes les traces de ponçage que vous allez faire, bon, ça va ressembler, ça va suivre le fil du bois. Vous ne sentirez pas. Si vous poncez en diagonale ou autre, de même qu'ici on a des traces de sciage de scie circulaire, si vous faites un ponçage en diagonale, ben vous allez obtenir des traces qui ressemblent à ça. Ce que je veux dire, que ce soit dans le sens du fil ou contre-fil, c'est toujours dans le sens du veinage. C'est toujours dans le sens du veinage. Alors, évidemment, Parce que... sur du profilé, vous avez parfois des profilés où la fibre est oblique. Ouais. Alors, vous allez sentir que dans un sens, ça glisse bien, et dans l'autre, ça accroche. Voilà. Alors, dans ce cas-là, évidemment, on ne va pas nager à contre-courant, on va foncer dans le sens où ça n'accroche pas. Parce que sinon, vous risquez d'entamer votre bois et vous risquez
D'abord, vous n'aurez pas un état de surface correct et puis vous risquez d'avoir des accrochages, des fibres que vous allez Ouais. arracher, que vous allez les Ça va coller. faire des éclats, puis ça va partir. Vous risquez de faire des éclats. Donc, lorsque le bois est à peu près régulier, normalement, pas de souci. Mais ça arrive, effectivement, l'obésité de la fibre fait qu'on a intérêt à foncer dans le sens du poil. Surtout si tu prends, comme tu dis, des champs plats, des fois, quand tu bricoles, tu sens que ça part. Alors, une chose aussi, les teintes, quand je vous dis des teintes, c'est toujours à base d'alcool. N'utilisez jamais d'eau. Si vous utilisez de l'eau, vous allez gonfler le fil du bois et vous aurez le poil du bois qui va ressortir. Vous n'aurez jamais un état de surface lisse. Toutes les teintes que l'on trouve malheureusement aujourd'hui dans les grandes surfaces, sous prétexte de pollution, de tout ce qu'on veut, c'est des teintes à l'eau. Ça ne vaut rien. Les teintes, les antiquaires, les professionnels, les choses comme ça, les gens qui font de la restauration de meubles, ils utilisent tous des teintes à l'alcool ou des teintes au solvant. Ça pue, c'est vrai, mais vous avez un état de surface correct. Vous n'avez pas le poil du bois qui va ressortir à chaque fois que vous allez passer de la teinte. Donc jamais d'eau. Question? Oui, une question idiote. Si la première teinte que tu mets ne te convient pas, tu peux en faire une deuxième après séchage ou une troisième. Vous pouvez passer deux teintes différentes si la couleur ne vous convient pas. Toutefois, il faut savoir que vous n'arriverez pas à éliminer totalement la teinte. Si vous avez une teinte qui ne vous convient pas véritablement, vous allez l'atténuer. Si vous passez la ligne d'acier, vous allez atténuer, vous allez éclaircir votre teinte. Après, vous pouvez passer une teinte qui va être différente, mais ce ne sera pas le jour et la nuit. Vous allez faire évoluer votre teinte, mais ça ne sera pas complètement différent de ce que vous avez fait au départ. Faites un essai. Vous prenez une chute, vous faites un essai, vous laissez sécher, vous voyez ce que ça donne. S'il faut rectifier la teinte, vous rectifiez la teinte. Mais alors, vous pouvez combiner les teintes, vous pouvez passer un gris nature, vous pouvez passer un gris brun par-dessus, vous allez avoir des nuances, vous allez avoir des variations. Mais ça, vous n'allez pas passer du jour au la nuit, inversement, c'est sûr. Oui. Oui. Le taux de dilution pour les teintes, il y a une moyenne ou... Non, vous faites des essais, vous mettez votre alcool dans le flacon, vous prenez votre teinte, vous mélangez et vous faites un essai sur une chute, encore une fois, vous allez voir ce que ça donne, mais de toute façon, alors, comme vous voyez ici, la teinte, elle se décante toujours. Donc avant chaque utilisation, on mélange, on prend un vieux pinceau, une vieille brosse, et après avoir mélangé à chaque fois, on passe sa teinte. Donc il n'y a pas de souci. Ça sèche rapidement. Et là, vous voyez, il y a des traces. Ça, c'est un bois brut qui n'est pas poncé, c'est même un contreplaqué, c'est de la boîte à fromage. Donc on voit bien les défauts. Ouais. On voit bien les défauts. Ici, il y a eu des traces de coupure ou de ponçage. Donc, vous faites votre teinte, vous faites vos essais. Si vous considérez que la teinte est trop claire, vous mettez un peu de couleur. Il n'y a pas de règle absolue. Hein. C'est fonction du résultat qu'on veut obtenir. Donc voilà pour les teintes. Et du coup, quand tu fais par exemple une coupe, là tu as teinté, mais si quand tu vas refaire une coupe, du coup on va voir là où c'est pas teinté. Donc, Exactement, voir le champ. Donc là, moi pour teinter, j'utilise une épingle comme ça, bien souvent ça permet de teinter à la baguette, la mettre à sécher. Alors, si je fais une coupe, ben effectivement, le bois est brut, mais je peux reteinter après, il n'y a pas de souci. Toujours avant de coller. Voilà, toujours avant le collage, parce que bon, là les coupes ont été faites, l'assemblage a été fait. Bon, en longueur, là, je vais recouper après l'excédent, mais de toute façon, si je recoupe,
je me retrouve sur du bois nu, où il n'y a pas de colle. Donc, pas de problème, je peux reteinter. Elle pénètre beaucoup la teinte comme ça. Oui, oui, ça pénètre beaucoup. Si on prend des teintes comme celle-là, on aura beau gratter, il va falloir gratter quand même pas mal avant de retrouver le bois nu. La preuve, c'est que bon, moi, ça m'arrive des fois de récupérer des bois existants, des bois qui ont été teintés. Comme ça, par exemple, ça c'est un bois qui a été teinté, mais ça a été teinté au pistolet. Et en fait, quand c'est teinté au pistolet, bah, C'est superficiel, tu peux gratter. c'est assez superficiel et ces teintes-là, j'arrive à les enlever assez facilement. J'arrive à les recycler, à les reteinter après. J'ai fait le tour. Eh ben, merci Denis, c'était très intéressant. Bravo. Merci.